Merci d'être avec nous donc, pour cette conférence de l'impact de l'IA sur le marché de l'inventaire. On est très heureux de vous recevoir ici, chers partenaires et clients, donc, au Puy du Fou, dans ce magnifique auditorium, en tout cas magnifique centre des congrès du Puy du Fou. On va se donner à peu près 45 minutes ensemble sur ce sujet de l'impact de l'IA sur le marché de l'inventaire. Vos questions, bien évidemment, à nos invités à la fin de la conférence. Et puis surtout, on va saluer chaleureusement, parce qu'on a le plaisir de l'avoir avec nous. Il a traversé les États-Unis, puisqu'il vient de la côte ouest des États-Unis. Il a traversé les États-Unis et l'océan Atlantique. On a le plaisir d'avoir avec nous Wasim, qui est EVP and Chief Operating Officer de WIS International, qu'on peut applaudir. Merci vraiment, Wasim, d'être là. Merci beaucoup. Alors Cédric, pour commencer, c'était quoi l'idée de la conférence ? Alors bonjour à tous. Alors on a passé toute une partie de la journée et hier à expliquer que le monde de l'inventaire, c'est un monde d'humains. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'humains, vous ne ferez jamais d'inventaire. Mais couplé à ça, il y a une technologie très avancée. On a toujours l'impression que compter, c'est facile. D'abord, c'est difficile. On a vu les compétiteurs ce matin dans le Top Gun Challenge. Ça a été très compliqué. Et on a des outils qui sont de plus en plus performants. Et l'IA n'est pas réservée qu'aux grosses sociétés. C'est-à-dire que nous, on a développé des solutions qui nous permettent d'être de plus en plus performants, qu'on va expliquer avec le temps. Mais donc, c'était de refaire la conférence. L'idée, c'est de dire à un moment donné, il y a l'humain, il y a la tech. Et les deux se marient très, très bien. Alors, on va commencer par la présentation de vos sociétés respectives. On va commencer avec Ferson. Ça représente quoi actuellement ? Donc Ferson, on est une société de 150 personnes. On intervient maintenant dans 5 pays différents en Europe. La France, avec les Antilles, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et on vient d'ouvrir la Belgique. On réalise différents types d'inventaires, les inventaires complets, fiscaux, les inventaires partiels, les inventaires mixtes, dont on a parlé il n'y a pas... J'ai pas pu m'empêcher. Voilà, donc maintenant on fête nos 30 ans, ça fait 30 ans qu'on fait de l'inventaire et je peux vous dire qu'entre les inventaires en 1995 où quand vous scanniez un produit, il fallait poser le lecteur sur le code barre pour qu'il soit lu, à aujourd'hui les technologies, on n'avait même pas internet sur les premiers inventaires. On les mettait sur des disquettes, pour ceux qui savent ce que c'est. C'était un autre monde, les vitesses de productivité étaient très très lentes et ça fait 30 ans qu'on suit les révolutions technologiques. Merci pour cette présentation. Alors, WIS International, ça représente quoi ? Est-ce que vous pouvez nous faire la présentation de votre société ? Wonderful, thank you. So before I do that, I first want to thank Vincent. Marvelous today, magnifique. And that was really wonderful to watch this whole event. And of course, I want to thank Cedric and Stefan and the rest of the Fairson team for inviting me to this wonderful event and to share your wonderful celebration. It's really an honor. So I just wanted to start out by saying thank you very much. So WIS International, our company and our inventory solution, our tagline is speed, accuracy, and technology. And these are really the three stools, the three legs of the stool that supports our value proposition to our customers. And we learned very early on that our customers, and I know we have some of Fairson's clients here, maybe they'll agree with me on this, but our customers primarily care about two things: an accurate inventory and get it counted on time, right? Within the time that you promised, right? Accurate inventory, on-time inventory. And so those are the two values that we, value propositions that we focus on delivering to our customers, and it's supported by the best technology in the industry. So that's why we focus on those three elements. And we also talk a lot about our values, our spirit values. It's an acronym for our service, pride, integrity, results, innovation, and teamwork. We talk about our values all the time with our company and our employees. Our CEO, Jim Rose, does a quarterly town hall and begins every town hall talking about our values and sharing examples of how our employees day to day live up to those values. And one of the beautiful things that I've discovered about
getting to know Fairson is that a lot of these values really align very closely with the values of Fairson, which is why I think that partnership over the last couple of years has been so successful. And I think, you know, beyond the business relationship between WIS and Fairson, I find that we've got a strong friendship now developing between myself and the Fairson leaders. So I really appreciate that. And it was a wonderful discovery just seeing how our values aligned with Fairson. So I'm not going to go through every part of our history, but our company started as Washington Inventory Service. And when George Washington defeated the British in the Revolutionary War, he started an inventory that was a bad joke. I say that for our British friends here's benefits. Nous avons la société RAS qui est avec nous, qui c'est l'inventoriste, qui est le deuxième inventoriste d'Angleterre, et qu'on a le plaisir d'avoir depuis 2 jours avec nous. Et on est, comme avec Wasim, alignés sur les mêmes valeurs et les mêmes idées. So anyway, going back to the real story of the origins of WIS, founded by a man named Jack Washington. And in 1953, shortly thereafter, WIS, Washington Inventory, became the first national inventory in the United States with coast-to-coast coverage, able to service every customer wherever they had their stores. And so that was a first. Years later, another company, RGIS, founded by the Nicholson family in the United States, also became a national inventory service around 10 years later. And so RGIS was our main competitor for many decades that followed. But WIS, WIS, went through a few important changes over the next several years, in addition to the development of and adoption of new technologies. Cedric just mentioned a few of those, barcode technology and so on. We, in 2005, fast forwarding to 2005, merged with a company in Canada, which was the largest Canadian national retailer called Western Inventory Service. And when we combined those two companies, same acronym, WIS, so we just changed the name to WIS International. So that's the origin of the name. Don't ask me what WIS stands for today. But we just simply go as WIS International. So that happened in 2005. And then fast forward to 2021, we acquired RGIS and their North American business, their Canadian and US business, to become the world's largest inventory service. And since then, we've extended our reach through these marvelous partnerships. One of them I talked about with Fairson in Europe, Accurates in Mexico, and Acribius in Asia. And here we are today. So it's been a wonderful journey. I've been on the part of the journey just preceding the merger with Western Inventory Service. And I left for a few years and then came back about 5 years ago to run operations for WIS. So hopefully that's a very brief summary of that. I think we can go to the next slide, and I think that'll be my last one. And just some key data points. Founded in 1953, so over 70 years of inventory services in primarily in North America. 3,500 clients, 20,000 employees, roughly 15,000 in the United States and 5,000 in Canada, and over 200 offices. So our depth and reach. On n'est pas très loin. What's that? On n'est pas très loin en quantité. Oh, okay. Yeah. You'll catch up soon. As fast as you're growing, it's pretty incredible. But no, I've been very fortunate and blessed to be part of WIS International and the amazing journey that we've had, and looking forward to great things to come. So,
Back over to you, Vincent. Ah, le meilleur reste à venir, évidemment. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous avez dit que vous étiez aligné sur les mêmes valeurs. J'aimerais qu'on revienne quelques instants quand même sur les raisons de ce partenariat. Pourquoi il est si important, ce partenariat, Cédric? Ce partenariat, il vient à l'initiative de WIS. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, quand ils sont arrivés de manière très humble, très sympathique, en fait. On aurait pu avoir peur qu'une boîte de cette taille essaye d'écraser tout le marché, vienne. Non, pas du tout. Ils ont juste pris contact. Et ce qu'ils cherchent à travers le partenariat, c'est deux choses importantes. D'abord, les best practices. Donc on échange. Nous, on va voir comment ils travaillent. Eux viennent voir comment on travaille. Ça nous permet d'évoluer, d'être meilleurs. C'est vraiment très, très important. On fait la même chose d'ailleurs avec nos partenaires anglais. Donc en fait, on voit ce qui se passe ailleurs. On ne reste pas terré entre nous. Et la deuxième chose, c'est que nos clients sont de plus en plus gros et interviennent dans de plus en plus d'endroits. Donc à un moment donné, la capacité de Ferson d'aller traverser l'Atlantique n'existe pas. La capacité de traverser la Manche est déjà pas facile. Donc en fait, on crée des partenariats qui permettent d'offrir une offre de service à nos clients sur toute la planète. C'est l'idée générale d'offrir une solution globale. Et on le voit d'ailleurs sur la carte, toutes les implantations. Donc nous, on traverse quand même l'Atlantique pour aller aux Antilles. Toujours très difficile. Hein. Le soleil, la meilleure chose, c'est compliqué. On peut rappeler peut-être comment les secteurs d'activité rapidement, ce serait bien. Alors, rapidement, nos secteurs d'activité, le prêt-à-porter. Alors, c'est historique chez Ferson. Le prêt-à-porter, c'est notre secteur phare, même s'il souffre beaucoup en ce moment pour des raisons marché, notamment la fast fashion qui fait beaucoup de dégâts. L'alimentaire, c'est le secteur qui est en très forte hausse, mais le bricolage aussi. En fait, on intervient sur énormément de secteurs d'activité et ils progressent tous. Donc, il n'y en a pas un plus fort que les autres, ils progressent tous. Et on rappelle aussi quand même les étapes de l'inventaire. Oui, parce qu'avant qu'on parle de technologie, il faut bien comprendre une chose, c'est un inventaire, c'est pas juste je compte. J'arrive, je compte, tout est fait. Non, c'est plus compliqué que ça. Donc là, on n'est que dans le process d'inventaire, c'est-à-dire qu'on n'est même pas dans les phases d'avant l'inventaire. Parce que si on reprend tout, en fait, ça démarre avec le bon de commande du client. C'est l'étape 1, c'est le bon de commande du client qui va rentrer dans nos systèmes. Ce bon de commande va se transformer en des besoins, en une date d'inventaire, en un type d'inventaire. Donc il y a énormément d'informations qui vont découler de ça et qui vont voir qu'on va vous présenter les outils après. Et à un moment donné, on a des gens, après le recrutement, qui vont recevoir des informations pour dire tu dois faire l'inventaire à tel endroit, de telle façon, à telle heure. Et le responsable d'inventaire, quand il démarre, la première chose qu'il va faire, c'est son plan de cheminement. Qu'est-ce que je compte, où je le compte? Si vous ne faites pas de plan de cheminement, vous ne ferez aucun contrôle et vous ne serez pas sûr que tout soit bien compté. Donc la première étape, c'est le plan de cheminement. Bon, la deuxième étape, c'est de compter. La troisième étape, qui à mon sens est la plus importante, c'est le contrôle. Parce qu'en fait, un inventaire, c'est bien d'aller vite. Et on l'a vu ce matin, il y en a qui sont allés vite et on avait mis un critère de qualité. S'ils n'avaient pas un bon critère de qualité, ils avaient 0. Parce qu'avant de vouloir aller vite, il faut que ça soit précis. Comme dit Wasim, l'accuracy, c'est vraiment la précision, c'est la base de tout. Enfin, l'inventaire doit être précis, c'est obligatoire. Et ensuite, on rend, on clôture. Et dans la clôture, vous avez 3 choses. Vous avez les fichiers pour l'update des systèmes informatiques. Vous avez le rapport final d'inventaire et le rapport client, pour nous qui est extrêmement important. Est-ce que le client est satisfait ou pas satisfait? Et s'il n'est pas satisfait, qu'on puisse faire un retour d'expérience pour améliorer la situation. On fait quasiment 17 000 inventaires par an. De temps en temps, on a quelques ratés. Le raté en soi n'est pas fondamental. Ce qui est important, c'est de le corriger et d'amener des solutions. Donc merci en tout cas pour ce rappel du processus de l'inventaire qui est très complexe et vous allez le voir dans quelques instants en quoi c'est si simple avec Ferson. Moi j'aimerais quand même qu'on revienne sur la thématique impact de l'IA sur le marché de l'inventaire. Wasim, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans vos outils, dans vos applications? No, great question. So I think before I talk about the impact of AI, I think it's important to first take a step back and understand where we are in the evolution of AI. And you know, I believe, and many will agree, that AI has the potential to be as big or even bigger than the internet revolution. But we're still very early days, and you know, WIS began, I think, about 5 years ago. We began our AI journey, working with mostly startups in that space to begin to evaluate. We actually invested
about 5 years ago in a proof of concept to understand whether AI could be leveraged for internal operational efficiency and optimization with things like inventory scheduling or people scheduling. And we found at the time that it just wasn't ready for prime time. And so, you know, fast forward a couple of, and we took a second crack at it about 2 years ago, and we still found that the complexity in our business of inventory scheduling and people scheduling still required, you know, nowadays you hear about in the AI vernacular talking about human in the loop, that it requires a human to still validate decisions made by the AI engine on things like when to schedule inventories or who to schedule as far as people scheduling, which inventories, and you know, there are so many variables that it just couldn't handle it yet. And so I think that day is coming, but you know, the uber point, the high level point is that we want to be cautious about not wasting a bunch of time and resources and money where we don't see the value in AI, right? So we're layering in AI elements in a very cautious way. One of the things that we established about 2 years ago was a governance body to evaluate AI opportunities and understand, you know, and validate each of the initiatives so that we don't end up, you know, again, wasting time and resources and money. So that's sort of like the high-level approach that we're taking. Est-ce que, de ce que je comprends, c'est que vous êtes prudent sur l'IA. Il y a ce côté bénéfice-risque, hein, le ratio bénéfice-risque qui est très très important pour vous, hein. Absolutely right. And so one of the things, so we're taking some early wins with things that we know work. So for example, our marketing department, content creation, AI has been a force multiplier, and we're able to very quickly create content using AI. That's, I think, a lot of companies are doing this. So those are sort of easy wins. But other things that are more medium to longer term is to look at ingesting data that for our inventories to understand predictive modeling for smart audits, for example. We're using AI chatbots for training and real-time feedback for particularly self-service for inventory counters who are inexperienced counters, right? So it helps accelerate efficiency for our inventory associates. So those are the types of things that we're looking at. But one of the things that we've discovered is that there's a prerequisite to applying and overlaying AI. There are several prerequisites. One of them is to make sure that your infrastructure is configured correctly, your data architecture, your processes, all of that has to be organized and architected correctly before you overlay AI. Otherwise, it makes it very difficult to get any intelligent value out of any of the AI tools you apply. Ouais. Oui, et d'ailleurs, ce que dit Wasim est très très vrai, c'est-à-dire que l'IA n'est qu'un aboutissement. Si vos données à l'entrée sont fausses, pour ressortir des choses fausses. Et une des choses que l'on oublie dans les sociétés, c'est d'abord de s'assurer de la qualité de la donnée. Et moi, il y a une deuxième chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la simplification. C'est-à-dire que c'est absolument impossible de faire des choses complexes, ça ne marche pas, c'est un rêve. Donc on a tout un travail chez Fairson, on a créé un service data dont son seul objectif, c'est d'être sûr que la donnée qui rentre dans le système soit qualitative. Parce que je vous jure que quand vous rentrez dans un système une donnée qui n'est pas qualitative, les résultats sont assez étranges. Ouais, bah effectivement. Ah oui, c'est la conséquence. Mais ça, c'est le saut de toutes les sociétés qui utilisent la data, qui est une mine d'or, hein, vraiment. C'est très très important. Avant que Cédric, que tu nous parles justement de la manière dont intervient l'IA dans vos applicatifs, est-ce qu'on peut faire quand même un point sur l'ensemble des applicatifs que vous avez, des outils? Alors nous, on utilise une gamme d'applicatifs qui est connectée entre elles. Donc en fait, il y a 4 grands blocs. Le premier bloc, c'est celui du terrain. On appelle ça le workflow, le Fairson Scan. Le Fairson Scan, c'est ce qu'il y a dans la douchette. Le workflow, c'est ce qui permet aux équipes de piloter l'inventaire à partir d'un téléphone. Aujourd'hui, si vous regardez nos équipes, elles n'ont plus de PC, elles ne travaillent plus qu'avec leur téléphone. D'ailleurs, on a même eu des histoires avec certains clients qui pensaient que nos RI
jouer pendant l'inventaire. Mais non, en fait, il pilotait l'inventaire, mais avec le téléphone. Donc ça a été une base. On a passé beaucoup de temps là-dessus. Je reviendrai sur les outils qu'on utilise, mais ça a fluidifié le monde de l'inventaire. La deuxième chose, c'est le MySpace. MySpace, c'est tous les systèmes back-office qui sont transposés sur un téléphone. L'idée, c'est de dire à un moment donné, vous devez juste avoir la bonne donnée au bon moment et uniquement la donnée dont vous avez besoin. Pendant des années, l'informatique n'avait qu'un seul objectif, fournir de la data. Et il y en avait, mais alors, on pouvait avoir 12 écrans, on avait déjà tout pote les infos. Sauf qu'on ne peut pas les traiter. Ça ne sert à rien. Et en plus, en termes de stress psychologique, on est au taquet. Donc, on a développé une application sur le téléphone. Et derrière cette application, je vous en reparlerai après, il y a énormément de traitements. Et ce qui se passe progressivement, c'est que tous les traitements sont automatisés, on ne les voit plus, on ne voit plus que les résultats. Le troisième bloc, c'est le First On Job, c'est notre application de recrutement. C'est celle qui est en train de devenir majeure, qui vient en complément du Top Gun Challenge. C'est cette application-là qui va dire telle personne à tel moment est libre pour faire tel inventaire, il a telle compétence, son planning est disponible, sa force est de temps. C'est une application qui a été téléchargée à plus de 20 000 fois sur l'iOS et l'Android Play Store. C'est devenu très important. Et le web, c'est ce qu'on va vous amener en 2026, c'est-à-dire des interfaces pour le client où il va tout avoir sous la main, le planning online, l'appel online, le suivi, le live client, le suivi en temps réel de tous les inventaires. C'est les outils clients à disposition du client. Alors comment l'IA intervient-elle justement dans vos applications? Alors, la première chose, ça a l'air tout bête, mais aux États-Unis, ils ont un avantage, ils ne travaillent qu'en anglais. Non, mais ça n'a pas l'air, mais c'est pratique. En Europe, il doit y avoir 20 langues différentes. Donc quand vous devez piloter plein de langues, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, il y a des outils d'IA qui nous servent à faire les traductions. Et on a aujourd'hui dans nos applicatifs 6 langues différentes. On a le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais, l'allemand. On aura bientôt le flamand. Et grâce à tous ces outils qui sont mis, alors là pour le coup en place par Microsoft, on utilise des IA qui nous traduisent tout. Et ça nous permet une agilité énorme et d'avoir tous les langages que l'on veut. Parce que si vous donnez à un Italien une application en français, il ne va pas la comprendre. Et c'est pareil pour le client quand il va utiliser pour les contrôles, il ne les comprendra pas. Donc aujourd'hui, où qu'on aille en Europe, on est capable en 2-3 jours de transformer ça dans le langage du pays. C'est extrêmement important. On a reprogrammé tous nos outils pour que nativement et facilement, on puisse avoir tous les langages. Et ça, sans intelligence artificielle, c'est impossible. D'ailleurs, les échanges que l'on a avec WIS, avec RAS ou avec d'autres sont hyper facilités par les traductions automatiques d'Outlook. Donc ça, c'est vraiment le premier bloc qui est vraiment pour nous très important. Le deuxième bloc, c'est la proposition de mission, c'est le First On Job. Quand vous nous confiez des inventaires, il y en a à peu près partout sur l'Europe, territoire, il y en a partout, enfin ceux qui font des inventaires complets. On se retrouve avec une problématique simple, on a besoin de personnes à un moment, on a des gens qui sont enregistrés dans le fichier, mais vous imaginez bien qu'on ne connaît pas les plannings de tout le monde. Alors quand vous avez un inventaire le mardi soir à partir de 19h, il faut déjà qu'on sache s'il est dispo ou pas dispo. Donc l'algorithme le sait lui, donc il va le savoir. Mais on a aussi besoin de savoir quelle va être sa force, quelle est sa disponibilité et quelle est sa distance, parce qu'on ne va pas envoyer quelqu'un qui est à Lille à Marseille. Et on a même un système qui, en fonction de la force de la personne, donc la force, c'est sa vitesse de comptage, sa vitesse moyenne de comptage, en fonction de la typologie de produit. On va réussir à calculer si c'est rentable ou pas de le déplacer. Je prends quelqu'un qui compte 3 fois plus vite qu'une autre personne. Si vous lui faites faire 1 heure de route, même en lui payant l'heure de route, c'est pas très grave. Si la personne compte 1,1 fois plus vite que la moyenne et que vous l'envoyez à Marseille, de Lille à Marseille, vous avez tout faux. Sauf que ça, il faut l'imaginer, c'est plus de 30 000 contrats. Donc si vous ne l'automatisez pas, si vous n'avez pas quelque part des algorithmes qui vous le font, vous n'y arriverez jamais. Ça ne marche pas. Ou alors il faut des armées de Mexicains, et en plus ce n'est pas juste. Donc tous ces systèmes-là ont été automatisés. Ils sont en progression constante, parce que c'est ça qui est bien dans le monde de l'IA. C'est que vous amenez toujours des outils, parce qu'on ne développe pas les IA. On va récupérer tous les connecteurs à droite, à gauche, on amène de l'algorithmique, donc c'est un mix, et ça évolue très très vite et constamment. Et quand Voisier me dit que c'est encore plus important qu'une révolution du web, c'est évident, c'est 10 fois plus fort. Le troisième que j'ai pris, il vient directement en fonction de ce que l'on a fait aujourd'hui. Donc pour ceux qui étaient là, on était au Top Gun Challenge, la compétition des meilleurs compteurs. On a des algorithmes
je dirais un peu comportementaux, qui vont voir comment les gens comptent et quel est leur taux d'erreur. Parce qu'on en revient toujours à ce problème de l'erreur. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des gens qui comptent vite, mais s'ils ont un taux d'erreur élevé, ça ne sert à rien. Et donc on a des systèmes de calcul qui vont remonter automatiquement aux managers régionaux et leur dire, tiens, lui, il a compté vite depuis 3, 4, 5 inventaires, son taux d'erreur est bas, il faut le contacter et le passer dans le programme talent. Puisqu'en fait, Ferson a créé une division talent qui a pour objectif de professionnaliser les compteurs. Et là, j'en reviens au partenariat qu'on a avec Wiz. La division talent vient directement de leur idée. Et cette notion de professionnalisation de compteurs, aujourd'hui, on en compte 400. J'espère que demain, on en aura 1000 ou 2000. On voit les bénéfices. D'abord, ils comptent vite, ce qui est déjà pas mal. Mais en plus, c'est juste. Et je reprends toujours le même exemple. Nadal, quand il joue au tennis, il joue très très vite et il joue très très bien. Bon, il est un peu plus vieux maintenant, c'est Sinner ou Alcaraz. Donc voilà, donc ça c'est un qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est l'outil, personne ne le voit, il tourne la nuit et le matin, les managers sur leur téléphone, ils réceptionnent les gens qui doivent recontacter. C'est génial. Voilà. C'est du machine learning. Ouais, c'est ça. Et alors le quatrième, c'est le pire de tous. Wazim disait on n'est pas prêt pour faire les plannings. Je vous confirme que les plannings c'est d'une complexité sans nom. Mais avant les plannings, il y a une étape qui s'appelle le dimensionnement. C'est-à-dire que quand on a des inventaires, on réceptionne un stock. Et à partir de là, combien on met de personnes? Et là commence. Y a-t-il une réserve? Y a-t-il pas de réserve? D'abord, est-ce le matin? Est-ce le soir? Réserve? Pas réserve? Pré-comptage? Pas pré-comptage? Il sait compter? Il sait pas compter? Quel encadrement je mets? Et alors là, on a des dizaines et des dizaines de critères. Et maintenant, on est capable de vous sortir un nombre qui correspond à la réalité. Mais je vais vous montrer la slide d'après parce qu'elle me fait beaucoup rire. C'est quelque chose de... En fait, on ne se rend pas compte. Avant, on utilisait des tableurs Excel, on mettait dans des cases, mais on était très approximatif parce qu'il y avait tellement de calculs et tellement de données qu'on disait, bon, ça, c'est à peu près tant, ça, c'est à peu près tant. Là, la machine, elle va déjà aller récupérer l'inventaire de l'année d'avant. Donc, si par exemple, vous aviez une réserve qui faisait 3% des produits, non seulement on va récupérer le pourcentage du nombre de produits de l'année dernière, mais en plus, on va récupérer à quelle vitesse on a compté. Comme ça, on sait exactement combien de personnes on veut mettre en fonction du temps qu'on lui accorde. Parce que vous pouvez définir le temps que vous accordez à la réserve ou le temps que vous allez accorder à faire le magasin. Le matin, quand on démarre à 6 heures, on sait que les boutiques ouvrent entre 9 et 10. Il faut que les magasins soient finis. Donc, tous ces paramètres-là ont été intégrés dans des calculs. Et c'est un peu compliqué. Et ça nous donne des valeurs et ça nous fait gagner du temps. Alors justement, tu voulais terminer avec un schéma, on va le voir. Donc ça, c'est l'organisation. Ouais, vous pourrez prendre peur. C'est le schéma décisionnel de l'organisation du dimensionnement automatique. C'est-à-dire que là, vous avez tous les cas qu'on a référencés pour pouvoir dimensionner un inventaire. Donc vous imaginez bien que si un humain doit faire ça, on n'est pas sorti. Donc ça, ce sont les machines qui le font. Ça nous donne une meilleure qualité de service auprès des clients. Ça fait des ruptures au niveau des services qu'on peut apporter. Parce qu'on est, Guillaume, là, qui est le directeur commercial, dit toujours il faut être customer-centric, c'est-à-dire c'est le client qui est au centre. Et quand vous vous battez avec des chiffres et avec de la data, et on revient avec nos 10 écrans à nous battre, avec des gens qui appuient sur des touches toute la journée, on n'y est pas au cœur des clients. On se bat avec des machines. Donc on essaye d'effacer les machines pour revenir avec le client au centre. On a vu ce matin, on en a discuté en plénière, nos équipes terrain, depuis qu'elles ont le téléphone portable, elles ont du temps. Elles naviguent, elles pilotent, elles managent, elles ont du temps avec le client. Et c'est ce qu'on recherche. En fait, on recherche à se libérer des tâches complexes, mais entre guillemets, pas de valeur. Ce sont des calculs Excel. La valeur, c'est manager son compteur. La valeur, c'est régler un problème. La valeur, c'est avoir un contact avec le client. C'est ça la valeur ajoutée de nos équipes. Alors, et qu'est-ce qu'on doit retenir de cette conférence? Qu'est-ce que toi, tu aimerais qu'on retienne? Parce qu'on a vu plein de choses, on a vu que c'était très complexe. La simplicité doit être l'aboutissement de la complexité. Voilà. Ah, toi, ça a fait son effet, hein. Ça a fait son effet. Ouais. Alors, il y a quelque chose dont on ne se rend pas compte, c'est que tout ce qui paraît simple est d'une extraordinaire complexité. Mais c'est pas le job des gens d'aller faire des calculs toute la journée, ça n'a pas de sens. Moi, j'avais des gens au bureau qui appuyaient sur des indicateurs toute la journée. Ça n'a pas de sens. Et alors, croyez-moi, plus on met d'intelligence artificielle dans nos outils, plus on grossit, plus on a de jobs.
C'est-à-dire que ça ne détruit pas les jobs, ça les change. Ça les change et globalement, on s'aperçoit que les gens se sentent mieux, il y a moins de stress. À la fin de la semaine, ils n'ont pas encore 15 000 indicateurs dont ils ne savent pas. Par exemple, nos systèmes traitent les indicateurs et ne sortent que les indicateurs mauvais. Alors ça crée un certain stress parce qu'il n'y a que les mauvais qui sortent, mais ils sont peu nombreux. Et donc on les traite tout de suite. On n'est pas autour de 12 000 indicateurs et on se dit alors lequel est le bon, pas bon, lui j'ai vu, lui j'ai pas vu. Il est 10h30, on n'a toujours pas fait la moitié. Donc en fait, on enlève un stress psychologique à tous nos salariés, pour les libérer en fait de tout ça. L'intelligence artificielle, elle amène ça. C'est pas dévastateur, au contraire. Et on n'en est qu'au début, mais on crée des nouveaux jobs et des jobs beaucoup plus sympathiques. Manager une équipe, c'est sympa. Mais manager, ça ne se fait pas avec une interface. L'interface dit qu'il y a un problème et après on va discuter avec les gens. On règle le problème, on change les choses. Donc voilà. Donc tout le travail qu'on fait chez Fairson, et là-dessus, on a un petit avantage par rapport à WIS, on est beaucoup plus petit. Et vous verrez que dans les petites sociétés, on a tendance à y aller beaucoup plus sans se poser de questions. Et donc nous, on a foncé sur tous ces outils pour faire des ruptures technologiques. Et ça va vous apporter un nombre de services incroyable parce que en fait, vous allez avoir des dimensionnements super, mais en plus derrière le dimensionnement, on va vous mettre les bons compteurs parce qu'on sait ce qu'ils ont compté les fois d'avant. Donc on peut vous dire, lui il est bon, lui il n'est pas bon. On ne va pas oublier les paramètres et ça va gagner en fluidité et en vitesse. C'est le F de facilité. De facilité. Et comme on l'a vu ce matin, pour celles et ceux qui étaient là, de faciliter. C'est ça comme ça qu'on dit, hein? Ok. Ouais, facile quoi. C'est facile. Merci à tous les deux. On peut les applaudir très très fort. Merci pour cette conférence. Moi, j'aimerais bien avoir un petit mot de la part de Wasim. Quand par exemple, Cédric dit voilà, la simplicité comme aboutissement de la complexité, qu'est-ce que vous en pensez? J'imagine que vous êtes d'accord avec ça, Wasim. Yeah, 100%. And I see the potential of AI to actually enhance and unleash more human potential by taking away complex, but I hate to use the word dumb, but dumb tasks in terms of being repetitive and really not meant for humans because it's more of a distraction, so that humans can focus on other things like creativity and innovation. So I 100% agree with that. And simplifying a lot of the complexity in our lives allows us to be able to focus on those things for sure. Yeah. Can I say one more thing that I Bien think sûr. is, I don't think it was mentioned. Another major concern, again, we're in the infancy, as we both talked about, of AI and its evolution. But a major concern is security and data privacy. And just to give you a simple example, there's lots of open source AI. And one of the things that we've been very careful at WIS is to make sure that we partner with the right organizations. So Microsoft is a major partner. Microsoft Copilot is a tool that we've adopted, supported by Microsoft, by Azure, OpenAI. And just as an example, and this is true for any organization, you don't want your employees entering, say, sensitive financial data or sensitive customer data into an open source AI that the public can access, right? So you need an enterprise solution, AI solution, that makes sure that your customers' data, your organization's data is kept secure. So that's a really, really important factor, and we're already seeing some bad things happen in other organizations where data is not really kept secure. So just thought I'd mention that. Ouais, mais vous avez raison. Effectivement, vous avez raison. On parle de souveraineté, mais on parle de gouvernance des données. Effectivement, c'est vrai qu'il y a les États-Unis d'un côté, on a l'Europe, on a aussi la Chine. Donc, après avoir où gravitent toutes ces données, c'est important d'appuyer le crayon là-dessus. Il y a cet aspect aussi cybersécurité. Quand on parle de data, pour assez bien connaître le sujet de la cyber, on a tous ces aspects-là et il faut absolument les travailler au-delà même de l'intelligence artificielle. De toute manière, des sociétés comme les nôtres, on est tellement dématérialisé que si on subit une cyberattaque, on est plié. Donc, dans la société, ils le savent, la cyber, c'est un sujet mais très, très redondant. La protection des données, c'est un sujet très, très redondant. Ils sont tous formés tous les mois. Ils adorent. C'est bien.
C'est bien, tous en mettent tous les mois. C'est pas le cas de toutes les sociétés. Hein. Oui, mais on est complètement dématérialisé. Donc, de toute manière, si on ne se sécurise pas, c'est autant plier bagage parce que ça arrivera. On subit des cyberattaques partout. Ouais, mais c'est rassurant et c'est bien de le dire. Voilà. Donc ça, bravo à vous. Je propose bien de prendre un temps de questions-réponses avec le public, si vous en avez. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions pour Cédric ou Wazim? On a un micro à disposition. Voilà, donc c'est Héloïse qui a un micro. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? N'hésitez pas. Allez-y. Ah oui, on a une question, merci. Juste une question vraiment de curiosité, parce qu'on parle beaucoup d'IA. Est-ce que là, on parle plutôt d'algorithmie ou on est vraiment dans de l'IA, dans ce qu'on utilise? Alors, il y a des longs débats, notamment en France. Tout le monde utilise le terme IA, il est un peu galvaudé. Le vrai IA, c'est le deep learning. Il n'y a que des sociétés de la taille de Microsoft, OpenAI et autres qui vont vraiment faire. Avec des réseaux neuronaux et tout ça, c'est pas notre cas. Mais on s'appuie dessus. Et par contre, l'algorithmie, c'est la nôtre et elle est à personne d'autre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a toujours été très sensible chez Ferson, c'est son savoir-faire informatique. Donc c'est un mix des deux. On a besoin d'OpenAI pour plein de choses. Le développement ne se fait pas sans les copilotes, sans les machins. Aujourd'hui, les équipes de développement ne travaillent plus qu'avec ça. Autant ils étaient très réfractaires au départ, aujourd'hui vous leur enlevez, ils ne travaillent plus. Et ils travaillent beaucoup plus vite, et surtout cette qualité. On a grimpé de 2 steps en qualité. Et c'est couplé à nos propres outils. Merci pour cette question. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une autre question? N'hésitez pas. Hein. Non, mais du coup, bon, j'ai pas vraiment de questions, mais c'est très intéressant parce que je découvre l'entreprise Ferson et Wiz, du coup, l'IA, moi, je la maîtrise pas du tout. J'avais justement des questions sur comment vous pouvez l'intégrer dans vos métiers. Moi qui suis plutôt terrain, pas préparatif en amont. Et sur le terrain, concrètement, sur le jour de l'inventaire, sur quoi vous pouvez étudier? Alors, sur le jour de l'inventaire, par exemple, ça va nous servir à détecter des anomalies. Par exemple, quand vous comptez, le système va dire sur ce type d'inventaire, on n'attend pas ces quantités-là. Tiens, on a des quantités comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des systèmes d'alerte. On va aussi avoir, par exemple, les équipes terrain reçoivent dans leur sur leur téléphone avant l'inventaire tous leurs opérateurs avec l'historique des opérateurs et le système va dire lui tu le fais compter dans les liquides, lui tu le fais compter dans les fringues, lui tu le fais compter là parce que sa performance est bonne là. Ça c'est déjà intégré dans, oui, c'est déjà dans vos données. D'accord. Oui. Okay. Et ce que disait Wazim aussi, c'est qu'on peut intégrer du chatbot, alors eux l'ont fait, nous on l'a pas encore fait, pour que les nouveaux soient aidés. Donc en mettant de la formation. En fait, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on soulève un caillou de l'IA, on a 18 idées. C'était ma deuxième question, c'est qu'en fait, comment aussi former vos managers sur l'IA? Est-ce que vous êtes accompagné par des entreprises ou est-ce que vous avez en interne des gens qui accompagnent justement les managers? Bon, voilà, c'est quand même une petite révolution aussi. Hein. C'est très intéressant parce que c'est un combat vraiment important dans la société. Alors nous, on a pris le problème tout de suite parce qu'on a vu la rupture. On a un référent en interne dans le service informatique son métier c'est référent IA, donc dès que quelqu'un a une question IA il lui pose. Tout le monde est installé avec ChatGPT en version Ferson. On a même créé notre propre GPT Ferson avec nos données pour avoir des réponses plus pertinentes, et c'est une culture d'entreprise. Donc au départ il y a beaucoup de freins et en fait on fait beaucoup, notamment lors des CODIR, chaque service explique comment il l'utilise, faire des retours de best practice. Moi, tel service, j'ai fait ça. Je sais qu'au RH, ils adorent pour faire les offres d'emploi. C'est au mesure, ils gagnent du temps. Le descriptif du poste, il prend 30 secondes. Dans les services financiers, vous allez avoir des états. Enfin, c'est un ensemble de services. Et l'idée, c'est que chacun présente sa culture. Et dès qu'on a un problème technique, on a un référent en interne. Je ne sais pas chez toi, Wazim, comment vous traitez le déploiement de l'IA? Yeah, so very similar to Fair and again, I think we have to remind ourselves that AI is very rapidly evolving and developing, and so it's actually a learning process for every organization. In our IT department, our CT, our Chief Technology Officer, is actually working on his doctoral thesis on AI. And because we need to understand
as it's evolving, how do we adopt this new and changing technology to deliver value in two ways: for internally for our organization to drive efficiency and optimization, and externally for our customers to do things like predictive auditing. As a further example to your question, what are the things that are top of mind for retailers? It's where is shrink happening, as an example, right? Where is theft happening? And when you have a problem with shrink, it's not randomly happening across all of your product assortment. It's certain areas, and it may change from store to store. So that's one of the things that we're working on, is looking at ways to analyze large data sets. This is one of the things that we have as a company, is we've inventoried, thousands and thousands of stores, collecting data on millions and millions, billions of SKUs and quantities, right, across so many of our customers' stores. And that data is a guide, and using AI to identify patterns can help our customers identify where is shrink happening in what parts of the store, and give that information back in a way to do two things: reduce the amount of time and not waste auditing areas that really don't have issues, and focus on where the issues are actually happening. And then that leads to guidance on exactly how to take remedial loss prevention measures in each of your stores. So hopefully that helps. C'est génial. C'est génial. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, l'IA, c'est de l'IA prédictive. C'est-à-dire que grâce à l'intelligence artificielle, on peut déjà prédire, même sur des périodes données, en fonction des, par exemple, je sais pas, que ce soit estival ou autre, savoir le nombre de produits potentiels qu'il peut y avoir dans les rayons, donc faciliter l'inventaire de ces rayons en fonction d'eux, quoi. C'est extraordinaire. C'est vraiment tout l'enjeu aussi de cette IA prédictive. It's not ready today, but it's in proof of concept. So these are among the things that we're developing. Mais ça va venir. Mais yeah. c'est encore en test, oui, bien sûr. Yeah. Faut savoir que l'IA, c'est demain. Hein. Enfin, c'est aujourd'hui, mais demain. Ça va tellement vite. L'IA, ça a démarré il y a très longtemps, puisque les, oui, bien sûr. Les premiers concepts, c'est les années 50. Exactement. OpenAI, c'est 2012. Mais ça fait 2 ans et demi, en fait, qu'on utilise l'IA. Ouais, bien sûr. Et nos entreprises ne doivent pas rater le virage. Non, mais c'est vrai que pour l'IA, je vois que c'est essentiel pour Fairson, c'est important pour WIS. On a faut toujours rester prudent dans l'IA, mais quand on parle d'IA prédictive, pour vous, sincèrement, hein, c'est demain, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en test sur l'IA prédictive, mais ça va faciliter le travail aussi pour tous les inventoristes, qui va être juste incroyable. J'ai animé moi un événement justement au campus cyber à la Défense à Paris, justement avec que des experts sur l'intelligence artificielle. Alors on parle d'intelligence artificielle générative, etc. Donc on a parlé de cyber, etc., de cyberattaques, etc. Mais l'IA prédictive, c'est demain et ça va faciliter plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant ce que vient de dire Wasim, parce qu'il dit ok, c'est en test, mais ça va venir et ça va venir très très vite. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Alors d'ailleurs, merci pour vos questions, parce que pour quelqu'un qui n'avait pas de questions, bah là, franchement, incroyable. Il en avait 3 d'un coup. Alors dès que vous avez des questions, vous me sonnez, hein, vous me dites, hein, ok? Oui. Bonjour, donc moi, Ludwig, je suis le directeur des opérations pour la société Fairson. C'est un témoignage et une question pour Wasim. C'est l'impact de l'IA sur le management. Nous sommes une petite société. Nous connaissons des changements très rapides, notamment liés à l'IA. Donc les changements très rapides, c'est les changements technologiques, mais forcément ça a un impact sur tous nos process et sur tout l'accompagnement de nos collaborateurs. Donc Cédric l'a expliqué, tous les mois en comité de direction, on nous parle de l'IA, on nous accompagne, on nous forme, et ça nous aide, nous, à guider nos équipes. Et ça, c'est très important, parce qu'on parle souvent d'accompagnement du changement, et là, en ce moment, Fairson connaît un changement très important. Cédric a utilisé une fois le terme de lessiveuse. C'est vrai que moi j'ai intégré l'entreprise Fairson il y a 3 ans. Les changements vont très 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 vite. Alors on plaisante néanmoins. Vous n'êtes pas lessivé, rassurez-moi. Nullement. Non, nullement. Bon, et okay. c'est passionnant. Par contre, nous sommes des entreprises basées sur l'humain. Et évidemment, il y a des décisions qui sont prises
en top management, et nous avons des équipes sur le terrain qui vont produire les inventaires. Et l'idée, c'est qu'on arrive à faire suivre, à faire adhérer toutes nos équipes sur le terrain. À notre niveau, on est très accompagné, on reste une petite structure, on arrive globalement, j'ai l'impression, à accompagner, à emmener nos équipes avec nous. Je me demandais, et là c'est la question, c'est pour Wasim, avec la taille de WS, comment est-ce que vous faites pour suivre cette évolution ? Et comment est-ce que vous accompagnez vos équipes terrain, qui sont beaucoup plus nombreuses que les nôtres, avec certainement une hiérarchie un peu plus importante? Comment est-ce que vous arrivez à emmener tout le monde avec cette évolution très rapide des technologies? You know, I think, and again, I keep using the internet revolution as a comparison. I think AI will be very similar in terms of really being useful for companies large and small. I think the internet actually gave access to a lot of smaller business to be able to compete with even the biggest businesses out there. And I think AI has a way of leveling the playing field for a lot of small companies. So, and you know, WIS may seem like a large company, but you know, as far as U.S. corporations go, we're kind of we're really not that big, okay? But that's why, you know, I think the best way to answer your question in terms of adopting and deploying AI tools is what I talked about early on with implementing a governance body at our at WIS that consists of senior leaders as well as subject matter experts. Sean Ismail, our CTO, is on that governance body, so that we're making good decisions about what and when to deploy AI across the broader organization, because you can do a lot of damage moving too quickly and in deploying some AI elements to the field. So we're just being cautious, and we're making sure that we've got subject matter experts in all the relevant fields that understand the implications for the broader field, because you're absolutely right. It has a huge impact on a large workforce. So thanks for your question, Ludwig. Yeah, hope that answered it. Merci Wasim, merci en tout cas pour cette question. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Alors vous aurez l'occasion. Oui, on a une dernière question. Ah, just in time, hein? Yes. So, Cedric, you had said that at first you were opposed. What made to AI and adopting, when you talked about the fear of what point did you make the decision that you wanted to embrace and move forward with adopting things that would help your company? Greg, j'ai jamais été opposé à l'IA. J'ai plutôt l'impression d'être picousé à l'IA. Non, l'IA, je me souviens exactement la première fois où je l'ai vu arriver dans les bureaux. C'était un vendredi après-midi. Et tout le service informatique faisait un test sur ChatGPT 3.5. Et quand je l'ai vu fonctionner, je me suis dit, oula, ça marche pas, mais quand ça va marcher, ça va faire mal. Et à partir de là, commence la documentation. Et Wasim a raison, il faut faire attention au départ. Surtout au départ, il hallucinait beaucoup, il renvoyait n'importe quoi. Donc, on lit même plus son doc, on le renvoie, c'est truffé de fautes. Enfin, il faut y mettre des garde-fous. Mais moi, j'ai toujours une très grosse sensibilité aux outils techniques. Mon associé, lui, c'est le côté humain. Ça tombe bien, on est deux. Ça nous permet de trouver le bon équilibre. Mais l'IA, pour moi, a toujours été un facteur. Enfin, pour moi, l'IA a un avantage fondamental. Il nivelle complètement cette notion de taille d'entreprise. C'est-à-dire que des entreprises de la taille de Ferson peuvent faire des choses de sociétés 10, 100 ou 1000 fois plus grandes. On a des capacités beaucoup plus fortes. On est sur le même pied, en fait. Je prends par exemple la com. Ils font aujourd'hui des productions vidéo avec des outils, Play et autres, qui intègrent plein d'outils d'IA. Il y a 10 ans, ce n'était pas possible. Il n'y avait que les grosses sociétés qui pouvaient faire des vidéos, des films. Aujourd'hui, ils en font une et dans la minute, on l'a dans toutes les langues. Ça change tout. Ça veut dire que ce n'est plus réservé aux très grosses sociétés. C'est-à-dire que des sociétés agiles peuvent aussi le faire. Et ça, c'est un grand changement. Ça nivelle vraiment les niveaux. Donc, non, l'IA,
on a eu des freins au départ de prudence parce que voilà, c'est vrai que moi je me souviens très bien des premiers trucs, on lui posait une question, il répondait par autre chose. Donc il faut quand même faire attention. Aujourd'hui, le niveau est très qualitatif. Il faut faire attention à où va la donnée. Alors en Europe, on est très protégé avec les RGPD. Pour ou contre est un autre débat, mais on est assez protégé avec ça. Et il faut continuer à comprendre ce que l'on fait. Parce que si on balance tout dans l'IA et qu'on ne sait même plus ce que l'on fait, alors là, il y a vraiment des sujets. Parce qu'il dit quand même de temps en temps des conneries. Il y a quand même des problèmes. Mais même dans nos outils de prédiction ou dans nos outils de planification, il y a Henri, là, qui est notre directeur des plannings, qui a un œil très acéré et qui de temps en temps dit ton truc, il est complètement à la ramasse. Hein. Et on ne sait pas pourquoi. Enfin, de temps en temps, les algorithmes se trompent. Donc on reste avec un œil humain et attentif. Mais la production de masse doit passer par l'IA. Il n'empêche qu'il faut toujours se dire à un moment donné, oui, mais bon, quand même, on regarde un peu. Et en tout cas, on comprend ce qu'on fait. Le risque, c'est que si on ne comprend plus ce que l'on fait, le jour où on doit le corriger, on en est incapable. Et d'ailleurs, de toute manière, on ne le verra même pas. Merci Greg pour cette question, cette dernière question. La simplicité comme aboutissement de la complexité, c'est vraiment ce qu'il faut retenir en tout cas de cette conférence. On va applaudir Cédric et Wassim pour ces échanges passionnants sur l'impact de l'IA justement sur le marché de l'inventaire. Puis vous allez pouvoir continuer les échanges pendant la pause. On vous remercie, on vous souhaite une belle journée ici au Puy du Fou.